recruter très facilement en fait. Je me suis inscrit sur internet et 3 jours après je commençais. Enfin 3 jours après je m'achetais un vélo sur le Bon Coin, 50 €, une petite perle sans aucun souci, tu t'imagines pour le prix. Et 48 heures après, j'étais sur un vélo et je commençais à découvrir la ville de Bordeaux que je connaissais surtout de soirée. Je connaissais les bars mais pas trop les rues. Et j'ai commencé à pédaler en livrant des repas. Ouais. Et là, comme je te disais, nous on s'est connus une fois que vous avez lancé la coopérative Les Coursiers Bordelais, que vraiment c'était assez innovante à l'époque. Je pense que maintenant il y a plus de coopératives en France, un petit peu dans le même genre que vous, mais au début c'était vous, non? C'était un des premiers ou les premières? Il y avait déjà quelques coopératives, mais plus dans le nord de la France, de livraison du dernier kilomètre. Mais en fait, elles n'étaient pas en lien avec l'ubérisation de la société, etc. Ce qui fait qu'en fait, les médias s'y intéressaient peut-être moins, parce que c'était vraiment juste sur un modèle de construction d'entreprise, en fait, qui était basé la différence. Et là, en fait, il y a une sorte de nouveau cycle, un nouvel engouement pour les coopératives de livraison, qui est lié en fait au dégoût de certains livreurs de plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, qui cherchent à créer une alternative en fait. Qui aiment bien ce métier. Comment c'est passé vous? Parce que vous êtes un groupe de 4 ou 5, si je me souviens, non? Un peu moins peut-être? Alors on a monté ça à 4, on a réfléchi à Coursiers Bordelais à 4, on l'a monté à 3. Il y en a un qui s'est rappelé qu'il avait des études. C'est sûr que c'est sorti dans un bar en train de... On a marre. Non, même pas, en vrai. Même pas. Non, beaucoup plus sérieux, en fait, parce qu'en parallèle, donc, avec des collègues, on avait monté un syndicat. Et moi, il y a eu un attrait assez personnel. J'ai eu une motivation plutôt individuelle à monter une coopérative. C'est qu'à la création du syndicat, moi, j'étais secrétaire général et je passais dans les médias. Et en fait, Deliveroo m'a viré. Uber me bloquait mon compte toutes les 2 semaines. Foodora ne voulait pas me recruter. Les autres plateformes ne me répondaient pas alors qu'elles répondaient à tout le monde. Donc en gros, moi j'avais plus de solution. Et en gros, vu que nous on est micro-entrepreneurs quand on travaille pour ces plateformes, c'est-à-dire qu'en fait je suis allé à la CAF et j'avais même pas de rupture de contrat de travail. C'est que j'avais même pas le droit au RSA. Okay. Donc il a fallu que j'imagine quelque chose autre que continuer à travailler pour ces plateformes. Ça allait plus être possible. Et là, c'est sorti l'idée de la coopérative. Et c'est ça. Et avec donc ce syndicat, donc il y avait des réunions purement syndicales, donc c'est rapport de force, organisation de manifestations, de grèves, tractés, etc. Et après, il y a d'autres livreurs, ça intéressait moins à cet aspect-là de la lutte, et que j'ai contacté via le syndicat pour monter l'alternative, la coopérative. Et donc j'ai rencontré David, Théo et Arthur en envoyant en fait dans des groupes de discussions de coursiers des demandes en disant qui est-ce que ça intéresse. Et rapidement, je crois, vous avez commencé à être incubé, accompagné par ATIS, l'association d'innovation sociale des territoires. Et ça vous a donné la structuration des coopératives, mais avant vous avez commencé comme association, quelque chose comme ça c'était? C'est voilà, c'est une association de préfiguration où dans le statut il y avait écrit genre c'est pour monter une coopérative. Et après derrière effectivement Atis nous a aidé à la fois travailler sur les statuts de la coopérative, c'est-à-dire sur la gouvernance et réflexion sur ce sujet-là, ce qui nous intéresse beaucoup, mais aussi après pour connecter, on va dire, avec les décideurs publics, les territoires, pour essayer de voir qui pouvait nous aider à nous lancer. Et voilà, en gros, en fait, ils nous ont beaucoup aidé à nous-mêmes nous dégager du temps, parce qu'en fait, quand on monte ce genre de projet, on a tendance à trop rester dans l'opérationnel. Ouais. Et à TIS, en gros, ils te prennent la tête là, qui est sur le guidon. Hop là, maintenant tu vas te poser ici, tu vas réfléchir un petit peu plus profondément au projet, voir un peu plus loin que la structuration. Voilà. Parce qu'en gros, nous, on essaie de trouver des clients, après on essaie de livrer en découvrant monter une entreprise, parce qu'avant on était micro-entrepreneur, mais en fait ça n'a rien à voir avec monter une entreprise. Rien à voir. Gérer la logistique nous-mêmes et tout, et donc on était vraiment dans l'opérationnel. Et pour faire un saut dans le temps, les coursiers aujourd'hui, ça marche? Les coursiers bordelais? Ouais. Ouais, ça marche, on est 7 à temps plein maintenant, plus un étudiant le samedi. C'est pas une explosion, hein, mais nous, déjà ça marche bien. Ça fait quoi, 3-4 ans d'ailleurs? Ça fait, on s'est lancé à l'arrache, vraiment à l'arrache, en novembre 2017.
Donc ça fera bientôt 4 ans. Donc ça fonctionne, hein. On n'est pas inquiet sur le modèle économique, on recrute régulièrement, on ne cherche pas non plus à exploser. On ne va pas essayer de choper tous les contrats qui mettraient notre modèle social en danger en fait. Parce qu'il y a des gros opérateurs logistiques qui te proposent des gros contrats, qui te permettent de recruter d'un seul coup 3 à 4 personnes. Mais où t'es vraiment contraint au niveau des tarifs qu'ils proposent, qu'ils imposent, parce qu'ils dominent le marché. C'est quoi le marché des coursiers bordelais? Vous faites quoi? Vous faites de la livraison de nourriture, vous faites des B2B, des B2C, c'est quoi le marché plus ou moins? En vrai, on livre tout. On démarche peu, en fait, ça marche un peu. Vous ne faites pas restaurant consommateur? Si, on fait un peu ça le midi. Okay. On ne veut pas travailler le soir. Okay. On veut pas. Globalement, on a tendance à privilégier le temps libre plutôt que gagner beaucoup d'argent. On a 8 semaines de vacances. Il faut vivre. Voilà, il faut vivre. Mais on fait du restaurant le midi, donc c'est surtout resto à entreprise. Mais sinon, on fait du colis, du pli. Nous, on a un petit peu, là où on s'est démarqué peut-être un peu naturellement des concurrents ou des autres acteurs, on va dire, pas forcément en concurrence, c'est sur l'urgence en fait. On est capable de livrer un truc à l'aéroport en cargo en 2 heures en général. On peut y arriver. Ah oui, votre marque de fabrique, c'est l'urgence. C'est un peu ça. En fait, il y a beaucoup de clients qui nous appellent et après ils vont rester chez nous sur un moment où ils ont un besoin panique, genre ouais, faut m'envoyer ça là-bas, c'est impossible de trouver quelqu'un pour le faire. Et en général, nous on y arrive. On fait pas trop pour le moment de stockage, etc. Mais genre ces trucs en urgence, on le fait régulièrement. On va travailler par exemple avec des laboratoires où le but ça va être de récupérer des prélèvements sur des personnes qui sont en train d'être opérées. Il va falloir les livrer très vite à un laboratoire qui est capable de faire l'analyse en fait. Excellent. Et donc avant, eux, ils étaient avec des motards. Ouais. Et au final, en fait, on est plus réactif à vélo. Mais ça, c'est aussi notre organisation. En fait, on est 7. Il y en a toujours quelqu'un qui est disponible dans le centre-ville, que ce soit à l'est, à l'ouest, entre la rocade et les boulevards, etc. Vous avez créé une organisation justement pour être appelé d'urgence et vous êtes dépêché un petit peu. Ah, c'est excellent. Vous avez des chiffres de temps de réaction? En gros, quand on n'est pas méga pressé, on va rouler entre 18 et 20 km/h de moyenne dans le centre-ville. Après, pour des livraisons comme ça, express, on roule plus vite, ouais. Mais après, on ne peut pas tenir à 30 km/h toute la journée non plus. Non, ça c'est sûr. Surtout en ce moment. Vous êtes avec des vélos électriques ou pas? Les cargos, ils sont électriques maintenant, oui. Après, on a toujours au service en dessous de 6 kg, on y va avec un vélo normal. C'est quoi votre choix des vélos? Pourquoi vous avez décidé d'avoir des 8 porteurs et pas des triporteurs ou pas des vélos simples? En gros, les triporteurs, on n'aime pas trop ça en termes de maniabilité. C'est parfois, genre, vu comme les voitures se garent à Bordeaux, les pistes cyclables, elles sont rarement libres plus de 300 mètres. Donc, on aime bien pouvoir se faufiler en fait. Les triporteurs, ça nous bloque un peu. Après, ça te permet à un triporteur de porter beaucoup plus de poids. Oui. C'est ça aussi. C'est ça. Des distances plus petites, mais avec beaucoup plus de poids. Tout à fait. En fait, on va être emmené à le faire. On a une remorque qu'on va installer derrière le vélo au cas où on a besoin de plus. Un truc pas très large, comme ça on garde un petit peu notre mobilité qu'on aime bien. Mais voilà, pour le moment, c'est pas trop le très très gros, au-delà de 100 kg, c'est pas trop pour le moment notre truc. Mais on va se développer parce que c'est l'avenir, je pense aussi de la cyclo-logistique et que la transformation, elle est en train de se faire. On va parler de ça. Qu'est-ce que c'est la cyclo-logistique? Parce qu'on parle de cyclo-logistique très très souvent maintenant dans les médias. Et souvent, pour les personnes qu'on connaît un petit peu, pour nous, c'est quelque chose d'évident. Bah oui, la cyclo-logistique. Mais après, quand tu parles avec des gens qui ne se connaissent pas, il y a un mélange de cyclo-logistique. C'est quoi? C'est quoi la cyclo-logistique? En gros, tu as des colis qui, tout un moment dans les centres-villes, on s'est dit qu'il n'y avait que des camionnettes, des camions pour les livrer.
qui vont circuler dans le centre-ville. Et en gros, la cyclo-logistique, elle va répondre à un enjeu qui est assez important en termes de pollution, de congestion de la ville. Ça va être en fait de faire le dernier kilomètre en dépollué. En dépollué et en laissant l'espace public décongestionné en fait. Il y a beaucoup d'a priori sur le vélo notamment sur le transport. Et parce qu'en France, on ne sait pas vraiment accaparer les outils de transport comme le vélo cargo avec des remorques. Et il y a tout cet enjeu-là. En fait, maintenant, on a des vélos qui sont capables, comme les copains de Triporteurs de l'Ouest, qui sont capables de prendre 500 kg dessus. Et il y a tout cet enjeu-là. 500 kilos. Ouais, on avait déjà. Enfin, en tout cas, c'est un de leurs coursiers qui nous a dit qu'il avait 500 kg à son là. Mais c'est électrique devant, sur la remorque, électrique derrière. Il n'était pas en nage en train de souffrir. Mais quand même, c'est 500 kilos. Pas tous les camionnettes ils font ça. Ouais, pas toutes les camionnettes font ça. Et après, en plus, sur la gestion du dernier kilomètre, là où ça va être intéressant, c'est que nous, en fait, on va ramener la logistique en ville. C'est pas que c'est pas que l'outil de travail en fait, la cyclo-logistique, il y a toute une pensée derrière. Il y a mettre des zones de stockage, des zones tampons aux abords des centres-villes, alors qu'aujourd'hui dans la logistique, les zones tampons, vous allez les voir à l'extérieur de la rocade souvent. C'est des gros entrepôts qui vont faire partir des camionnettes souvent en moteur thermique. Il a trois concepts là. On a les concepts de logistique urbaine, les concepts de logistique de dernier kilomètre et la cyclo-logistique. C'est trois concepts différents, mais qui en même temps sont liés tous les trois. Tout à fait. En fait, il y a des aménagements à faire aussi. Et ils sont en train d'être faits. Dans beaucoup de métropoles, les aménagements en vélo sont en train d'être faits, mais ils ne sont pas en train d'être faits en pensant cyclo-logistique, par exemple. Pour moi, la cyclo-logistique, ça doit vraiment toujours contenir ces trois idées-là. Il y a le vélo, il y a les hôtels logistiques et il y a en gros la mobilité urbaine en général. Et en gros, il va falloir des aménagements pour la cyclo-logistique. Il y a déjà des aménagements qui sont faits, mais c'est plus en pensée vélo-taf, vélo-loisir. Quand tu parles d'aménagement pour la cyclo-logistique, tu fais référence à quoi? Quel type d'aménagement? En gros, vraiment se dire si on veut virer les voitures du centre-ville, par exemple. Bon, plutôt en logistique, les gros camions des centre-ville. Les gros camions du centre-ville, qui sont là le matin, etc. Ou si on veut bloquer certains axes de la ville en disant pas de voiture non plus. Faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met derrière en fait. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de voiture qui circule rue Sainte-Catherine quasiment, mais je ne la prends jamais cette rue. Parce qu'en fait, c'est un axe qui est impossible, parce que c'est un axe partagé, piéton, etc. Je ne dis pas qu'il faut y mettre que des vélos, mais je dis qu'il ne faudrait pas transformer toute la ville en zone mixte, parce qu'en fait, nous, on n'arrivera pas à livrer de manière efficace, constante et rapide en fait. Ça, faut vraiment le penser. Et après, sur les accès aussi de zones de stockage, faudrait les garder aux abords, on va dire, des boulevards ou ce genre de choses, avec des accès, des sorties possibles en vélo, cargo. Toujours des penser hôtels ça. logistiques, tu veux dire? Ouais, en gros, c'est ça. En gros, l'idée, c'est il y a les camions qui sont aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Et les camions arrivent à l'hôtel logistique dehors du centre-ville, dehors de la métropole ou dehors du boulevard, plus ou moins, non, de la rocade. Et après, à partir de là, dans différents hôtels, il y a la cyclo-logistique qui peut faire les livraisons à l'intérieur de la ville. C'est ça. En gros, on va faire le dispatch. C'est-à-dire que le camion, si c'est un camion qui débarque, ça peut être une péniche aussi maintenant. Oui, il a eu un péniche il n'y a pas longtemps. Il débarque au lieu de faire tout le tour du centre-ville. Ouais. Parce que quelque part, il y a un camion qui arrive avec 3-4 palettes, il traverse toute la ville, il donne une palette ici, une palette là-bas, mais il passe au milieu de la ville. Avec tous les dangers, plus la pollution, plus le bruit, plus l'espace occupé. Tout ça. Exactement. Et le but, c'est que la cyclo-logistique s'occupe de ce dernier kilomètre, qui est très polluant d'ailleurs. Ah oui. Oui. Il y a des villes que tu penses qui sont beaucoup plus avancées sur tout ça, ou on est tous un petit peu en France, un petit peu dans les mêmes moments de découverte presque? En fait, j'ai l'impression qu'en France, ça commence à débarquer un petit peu partout. On découvre. Ouais. Mais si
Si on va aux Pays-Bas par exemple, je pense qu'ils sont un petit peu plus avancés sur la question. Mais je pense qu'en vrai, en France, là, on est en train de s'en emparer beaucoup. C'est quelque chose qui est très mis en avant parce qu'en fait c'est très visible. C'est un sujet qui est politique et les sujets qui sont visibles en politique, ils sont plus facilement pris en main que d'autres. En fait, la congestion des villes, ça va parler à tous les électeurs, droite à gauche. La pollution peut-être un peu moins, mais en tout cas la congestion des villes. Et quand on apporte une solution à ce niveau-là, ça va motiver un petit peu les politiques. Je ne dis pas qu'ils sont payés avec des votes, motivés avec des votes, mais c'est la base de la démocratie. Il faut motiver les citoyens pour... Ce que tu nous dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est que la cyclo-logistique, il porte une solution. Ça ne porte pas des contraintes. Quelque part, souvent on dit l'écologie punitive, machin, et on empêche des camions, on empêche... Non, mais la cyclo-logistique porte des solutions, justement pour pouvoir avancer vers une ville beaucoup plus apaisée ou des territoires décarbonés, quelque part. Quand je te parlais d'aménagement, j'avais en tête un petit peu parce que j'ai vu à Lyon qu'ils ont commencé à mettre des places de parking, de stationnement pour les vélos cargo, pour les vélos de livraison, pour justement parce que tu arrives avec ton vélo cargo avec un remorque, tu dois te garer quelque part. Oui. Ouais, c'est vrai que ça serait pratique, hein, parce que sinon on a les places de manutention, on peut occuper souvent. Ça. Ouais, ils sont très souvent occupés, surtout le matin, quand la logistique est un peu plus énervée, en tout cas sur le gros, quoi, sur le réapprovisionnement. Donc faut peut-être réimaginer un petit peu les endroits où se garer. C'est vrai que nous, comme je te disais, on n'a pas beaucoup de remorques. Donc même avec les vélos cargo, c'est assez petit, tu te gares vraiment, mais genre entre deux voitures, c'est très pratique, quoi. En vrai, tu peux déposer 100 kilos et en fait, on va gagner énormément de temps. Parce qu'on va pas, et puis on va faire gagner beaucoup de temps à ceux qui n'ont pas besoin d'attendre derrière nous quand on est sur une rue à sens unique en train de décharger une palette, quoi. Il a des contraintes dans la cyclo-logistique, il a des choses que tu dis non, ça on peut pas. Oui, en gros, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué de réacheminer tout un carrefour, par exemple. Genre, s'ils ont un réappro une fois par semaine sur les bouteilles d'eau et tout ça, alors ça serait un peu prétentieux de dire qu'on va leur caler 20 tonnes sur un trajet. Donc il y a des éléments. Un gros carrefour ou les petits carrefours des quartiers. Ça dépend comment ils gèrent les stocks, hein, mais parfois je vois des gros camions déposer genre 3-4 palettes d'un coup dans des magasins comme ça, quoi. Donc ça, je pense que ça va être compliqué pour le moment. Ce serait bien que ces véhicules-là, par contre, ils passent sur des moteurs propres, quoi, des énergies propres, enfin plus propres en tout cas. Voilà, ça va être compliqué. Mais après, imaginons par exemple, il y a une palette, nous on l'a des os et après on doit la faire circuler dans tout le centre-ville. En fait, on va être vachement mobile parce qu'en fait, si c'est à 1 km qu'on a 100 kg, genre 1 km on y est avec 100 kg sur le vélo, on va prendre un peu le temps, tu vois, on va être à 3-4 minutes et après on peut revenir. C'est un truc qui est réglé en moins de 10 minutes 100 kg et puis après on peut repartir à droite à gauche en se garant très facilement et je pense qu'on va gagner beaucoup de temps. Ça en gros, c'est typiquement ce que la cyclo-logistique elle peut faire, quoi. On peut carrément s'en occuper. Après sur nous, on est pas mal spécialisé dans le pli, dans le petit colis. C'était pas mal pris en charge par des coursiers moto. En vrai, qui ont beaucoup de courage, hein, parce qu'ils font énormément d'heures et c'est un milieu très concurrentiel. C'est très curieux parce que ma première expérience, on va dire, avec la cyclo-logistique, c'était justement ça à Madrid. Et à Madrid, il y a un nom même pour les coursiers en moto pour donner les colis des entreprises B2B. C'était les mensakas, voilà, parce que passaient les messages. Et on l'appelait les mensakas. C'était un petit peu un nom un peu très un concept quelque part. Et là, il y a 20 ans, il avait une entreprise de copains à moi, que c'était des cyclistes qui sont mis à le faire à Madrid. Et c'est un peu la folie, un petit peu le style new-yorkais, des vélos de cours en ville, en train de faire un peu le fou. Et tout ça, il a évolué avec des biporteurs, des triporteurs, des remorques, parce qu'à l'époque, c'était les vélos les plus rapides, avec les poids les plus petits, et amener presque que des colis que tu pouvais mettre dans ton dos.
Mais c'est les gars de Mensakas. Parce qu'il y a une coopérative de cyclo-logistique qui s'appelle Mensakas maintenant. Ouais, mais voilà, je ne connaissais pas. Mensakas, c'était les coursiers en moto. Ok. C'était ça, mais sauf que maintenant, il a évolué l'histoire. Ouais. Il y a encore qui s'appelle Mensakas. Oui, il y a une coopérative qui s'appelle Mensakas qui est dans la... Il me semble qu'ils sont dans la fédération Copcycle, justement. Parce que les coopératives qui se montent un peu partout, on s'est fédérés en fait. Ok. À niveau national, international? Niveau international. Il y en a au Canada maintenant, en Argentine. Excellent. Et vous avez un lien entre tous pour arriver à faire évoluer des applications, des logistiques et des trucs comme ça? En gros, on mutualise une partie de notre valeur ajoutée de la coopérative, on la met dans le pot commun et on paye un développeur avec, un coordinateur. À niveau international? Oui. Excellent. Et on a un grand groupe où on discute tous sur les enjeux, sur le matériel qu'on doit utiliser, sur comment est-ce qu'on démarche les clients. En fait, on parle à comment démarcher des clients avec des Argentins. Tu vois. Ah, excellent. Et en gros, il y a des dizaines de coopératives maintenant qui sont dedans. On ne l'a pas dit directement, mais oui, tu as une double casquette. Tu as la casquette coursier bordelais, membre de la coopérative, et c'est ton travail. Et la double casquette, toi aussi au syndicat que vous avez créé, comme on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Donc le syndicat, lui, il a un peu plus de 4 ans, syndicat qui est à la CGT. Et on essaye, puisque nous à Coursier Bordelais, on ne va pas réussir à recruter les 1000-1500 livreurs qui travaillent pour Uber, Deliveroo, tout confondu. Et donc il y a aussi tout un enjeu politique en gros derrière. Et c'est ça, en gros, moi j'aimerais que quand on parle de cyclo-logistique et qu'à chaque fois qu'on regarde quelqu'un qui est sur un vélo en train de transporter quelque chose, au lieu juste qu'on se dise « Ah tiens c'est bien, il a un vélo, c'est écologique », pour moi il faut toujours penser « Est-ce que ce type est payé correctement ? Est-ce qu'il est exploité ? Est-ce qu'il a un contrat de travail ? Est-ce qu'il sous-loue un compte ? Est-ce qu'il est micro-entrepreneur ? Est-ce que machin ? Parce que pour moi, c'est essentiel que tout le côté environnement, des pollutions, des centres-villes doit être lié à la question du social. Nous, l'alternative qu'on porte à Coursier Bordelais, en gros, elle ne va pas changer le monde. Par contre, on essaie de montrer que c'est possible d'avoir une entreprise qui a un système économique qui est le même que celui d'autres entreprises. Il faut qu'on soit rentable. On est rentable via notre travail, via les livraisons. Et on arrive à recruter des gens et à faire des bénéfices. Donc en fait, la livraison du dernier kilomètre écologique et sociale en payant les gens correctement, avec plus de vacances que d'autres, etc., c'est possible. Aujourd'hui, en vrai, dans le transport en général, mais dans la cyclo-logistique, il y a une fâcheuse tendance à proposer des conditions de travail dégueulasses à ceux qui sont en train de s'en occuper. Mais en gros, je sais au niveau syndical qu'il y a plein d'entreprises qui ne viennent pas de Bordeaux, qui sont pas du cru. Je fais pas du chauvinisme, mais c'est en gros ils débarquent de nulle part, d'autres pays, etc. avec de l'argent de la finance. Et en fait ils vont essayer de phagocyter le marché. Ils vont parfois proposer des livraisons à perte pour piquer nos clients. Et eux, je sais très bien que les livreurs qui viennent de manière volontaire, autonome, se plaindre au niveau du syndicat, eux ils ont des conditions de travail de merde. Je vois, il y a des types qui débarquent comme Velov qui proposent des contrats salariés mais qui en fait à la fin des périodes d'essai ils virent tout le monde et ils recrutent d'autres personnes. Et à quoi ça sert de proposer un contrat de travail? C'est justement là, voilà, je suis espagnol, tu le sais bien. Et, en Espagne, la ministre du Travail vient d'amener la loi, je ne sais pas trop comment a été fait, pour empêcher les côtés micro-entreprises avec les livreurs, avec surtout la grande boîte en Espagne, c'est Glovo, je crois. Glovo, oui. Et là, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a certains livreurs qui ne se retrouvent pas dans le fait de dire non, mais je vais être engagé, et je vais être avec un contrat précaire parce que dans les périodes d'essai, je vais être licencié en fait. Ouais, c'est ça, mais en gros, c'est Yolanda Díaz, la ministre du Travail, qui a fait ça, la Ley Rider. Elle n'est pas encore, je crois qu'elle n'est pas encore mise là, elle est en train d'être travaillée, je crois. Elle a été déposée, je crois sous forme d'ordonnance, si on peut comparer à peu près. Et donc maintenant, les plateformes, elles ont 90 jours pour prouver qu'elles ont affaire à des vrais indépendants qui travaillent pour eux. Et s'ils n'y arrivent pas, et à mon avis, ils ne vont pas y arriver, parce que ce n'est pas des vrais indépendants, ils doivent salarier, mais ils ne doivent pas salarier tout le monde.
Ce qui fait qu'en fait, il y a effectivement tous les... Parce qu'en Espagne comme en France, hein, il y a cette question des travailleurs sans papier. Ah oui. En gros, il y a tous ces travailleurs sans papier là, qui vont être écartés de ces entreprises sans avoir le droit à rien en fait. Et moi, c'est une des grandes limites que je trouve à cette ley rider qui est par ailleurs aussi un grand pas en avant contre l'uberisation. Mais voilà, il y a des livreurs qui vont finir sur le carreau. Il y a effectivement ces entreprises qui ont une tendance à proposer, même dans le droit du travail, les conditions les plus médiocres possibles, légalement prévues, mais qui en général dépassent largement le cadre légal. Hein. Genre la CGT, elle existe en dehors de la micro-entreprise justement. Et elle n'existerait pas si en gros un contrat de travail salarié c'était le paradis de fait, quoi. Donc effectivement, je sais que les copains des syndicats et des collectifs de livreurs, ils font très très attention à ce qui va suivre. Et c'est parce qu'en gros, on doit faire constamment attention à ce qui se passe dans nos milieux de travail. Comme je te disais, la cyclo-logistique, ça peut être une aubaine environnementale, peut-être ça le restera toujours. Par contre, est-ce que ça va être une aubaine sociale ? Et ça, c'est pas sûr. Et en gros, tout l'enjeu de Coursier Bordelais, peut-être par rapport à d'autres organisations purement cyclo-logistiques, ça va être essayer de pas foutre la honte à ceux qui sont pas dans les meilleures conditions de travail, mais par contre d'essayer de faire en sorte que ça se développe forcément avec un objet social. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, ma casquette syndicale, je la trouve un peu cohérente, complémentaire avec l'alternative et le côté syndicat. Ça me permet de voir un petit peu tout ce qui se passe. Et de prévenir aussi tous les acteurs publics en fait, puisque en fait un lobbyiste d'une entreprise comme ça qui a des ambitions pas très propres en termes d'exploitation du travail, quand il va aller voir un décideur public, il va avoir un petit fascicule très très propre, très très beau, et c'est facile de se faire tromper quand on est un politique, quoi. Bah, bon, Arthur, je passerai des heures et des heures à parler avec toi, mais ils me font signe dès qu'on arrive à la fin. Et comme à tout le monde, je te remercie et je te fais un petit cadeau parce que notre projet BAM, l'agitateur de mobilité, bah, c'est un lieu, comme tu sais bien, qu'on a bien parlé plusieurs fois. Mais c'est un lieu fédérateur dans lequel on a envie qu'appartienne à tout le monde. Alors, symboliquement, on te donne la tasse de BAM parce qu'on a envie que vous, les coursiers, plus les syndicats et tout ça, vous faites partie de cette fédération, de cette union pour travailler sur la mobilité et avancer sur les enjeux de mobilité. Eh bien, super. Merci beaucoup. Très content d'être passé. Merci. On a vu le côté... J'aime bien la cyclo-logistique. Hein?